D'accord, mesdames et messieurs, bienvenue de nouveau. Nous sommes dans la dernière semaine du contenu de mentorat en TIC de juin 2017. Les leçons de cette semaine se concentreront sur le commerce des actions en TIC. C'est la leçon 1, saisonnalité et mouvement mensuel. D'accord, mesdames et messieurs. Tendance saisonnière de l'indice Dow Jones Industrial, crédité à Steve Moore de More Research, qui propose les meilleures tendances saisonnières disponibles pour les traders actifs. Je regarde la tendance saisonnière globale de l'indice Dow Jones Industrial Average. Vous pouvez devenir fou en essayant d'examiner le Nasdaq et le S&P 500, mais la chose la plus simple pour moi était de regarder simplement le Dow Jones Industrial. Il s'agit d'un petit échantillon de 30 actions, 30 grandes entreprises de premier plan en Amérique du Nord. Elles sont cotées en bourse, et si elles se portent bien, en général, le S&P se portera bien également. Bien que le Nasdaq soit fortement orienté vers la technologie, il peut quand même être un bon indicateur de ce que devrait faire le marché boursier dans son ensemble. Personnellement, je crois que la tendance saisonnière est très proche de celle du S&P 500. Je pense que le S&P 500 est une représentation plus précise de ce que fait le marché boursier. Nous nous référons donc toujours à ce que cette tendance saisonnière générique de base suggère, mais nous l'utiliserons également avec le S&P 500 dans les leçons ultérieures, afin de filtrer les forces ou faiblesses dans les moyennes pour renforcer la confiance dans des prix plus élevés ou plus bas. D'accord, la première chose que je veux attirer votre attention, ce sont les 3 périodes de l'année en ce qui concerne le commerce des actions. Beaucoup de gens essaient de trader des actions de manière beaucoup plus active qu'ils ne devraient, beaucoup de gens essaient d'investir dans des actions de manière beaucoup plus active qu'ils ne devraient, et beaucoup de gens pensent qu'ils en savent plus sur les actions qu'ils ne le devraient. Donc, rien que cette leçon vous placera en tête du peloton en ce qui concerne le trading d'actions. Au cours de la première moitié de l'année, il y aura généralement une période de forte magnitude, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de volatilité, mais elle sera principalement orientée à la hausse. La deuxième partie de l'année dont je veux parler est le dernier trimestre de l'année, qui est généralement et principalement une période haussière. J'ai parlé à de nombreuses reprises en détail de pourquoi la dernière partie de l'année civile aux États-Unis est si forte, c'est parce qu'elle est chargée de jours fériés et les dépenses de fin d'année doivent être effectuées, ce qui va entraîner beaucoup d'énergie, et vous pouvez voir qu'il y a une forte différence dans l'ampleur et la rapidité avec laquelle cela monte plus tard dans l'année, par rapport à la première partie. Donc, voilà pour la première et la deuxième partie de l'année civile en ce qui concerne les actions. La dernière et la plus importante que vous devez comprendre, c'est cette partie du milieu. Toute cette zone ici qui est encadrée, c'est ce qu'on appelle une période de faible ampleur, et elle commence en mai et se termine en octobre. Donc, de mai à octobre, en général, vous verrez des marchés qui ont moins de direction. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de tendance directionnelle à court terme et d'opportunités, cela signifie simplement que si vous faites du trading, utilisez moins de leviers, si vous faites du trading d'options, soyez moins actif, ne soyez pas aussi agressif pendant ces périodes de l'année. Vous avez tous les mois d'été, vous aurez des périodes de dépenses saisonnières parce que beaucoup de gens cherchent à dépenser de l'argent en vacances et autres choses du genre, donc il y aura beaucoup de choses cycliques qui se produiront, ainsi que des choses non cycliques qui se produiront chaque année. L'essentiel est que pendant ces périodes ou ces mois, vous devriez rechercher un environnement de consolidation dans une fourchette de prix globalement. Bien sûr, ils auront leurs tendances saisonnières respectives mois par mois, mais vous devriez principalement vous concentrer sur le fait d'être un trader d'octobre à la fin de l'année et de février à mai. D'accord, saisonnalité de l'indice Dow Jones Industrial. Nous allons le décomposer mois par mois. Les influences saisonnières par mois du calendrier pour l'indice Dow Jones Industrial sont les suivantes.
Janvier est généralement un mois baissier. Février est généralement un mois haussier. Mars est généralement considéré comme un mois de consolidation. Avril est généralement un mois haussier. Mai est généralement un mois baissier. Juin est un mois de consolidation se terminant sur une note baissière. Juillet est haussier jusqu'à mi-année. Août est généralement considéré comme un mois de consolidation. Septembre est partagé entre la première moitié haussière et la seconde moitié baissière. Octobre marque généralement le creux du dernier trimestre de l'année, cela peut aussi se produire en septembre lors de la seconde. La première moitié du mois de septembre est donc baissière. Alors, bien qu'elle puisse baisser et atteindre un creux saisonnier en septembre ou en octobre, elle pourrait remonter de manière agressive. Novembre est généralement un mois haussier, et enfin, décembre est généralement un mois haussier, avec le fameux rallye de Noël. Donc, voilà, nous avons l'ensemble de l'année civile en termes généraux, en termes génériques, pour savoir si nous devrions nous attendre à des prix plus élevés ou plus bas. Cela vous est présenté en regardant une moyenne sur 20 ans, une moyenne sur 15 ans et une moyenne sur 5 ans. Donc, si vous regardez les périodes de consolidation globale et les périodes d'expansion, et quand le marché est en tendance ou non, quand il monte ou non, ils sont très étroitement corrélés en termes de ce qu'ils font, la ligne bleue et la ligne rouge. Donc, à mon avis, cela renforce la confiance dans l'analyse des tendances saisonnières, car si cela a tendance à augmenter au cours des 20 dernières années en février, cela tendra à la faire de la même manière sur 15 ans de données. Cela se reflète dans les deux, donc en analysant les données à différents moments, cela parle beaucoup pour moi en termes de cohérence. La cohérence ne signifie pas une probabilité élevée, la perfection ou la fantaisie, ou l'absence totale de risque. Cela signifie que, historiquement parlant, et évidemment rien n'est garanti en regardant dans le passé, mais si nous supposons qu'il y a un schéma à cela et que nous allons utiliser des tendances saisonnières, je pense que c'est une tendance qui vaut la peine d'être examinée. Donc, en décomposant les mois du calendrier comme nous l'avons fait ici, cela nous donne un consensus assez solide sur ce que nous devrions faire chaque mois si nous allons faire du trading à court terme ou du swing trading sur les actions. Nous pouvons également l'utiliser pour le day trading sur le S&P 500, et pour être vraiment pointilleux surtout. Si vous regardez aussi, nous avons des mois où nous savons qu'il y a beaucoup moins de probabilité d'avoir des opportunités avec une forte probabilité, et ce sont mars, juin et août. Ces mois-là sont généralement peu propices à des conditions à forte probabilité. Je sais déjà que certains d'entre vous vont peut-être dire, eh bien, qu'en est-il de ce mois d'août de telle ou telle année ? Et il y aura toujours des aberrations où cela ne correspond tout simplement pas à la saisonnalité, et c'est normal, c'est bien. Il y aura de nombreuses fois où les mois suggérés ici comme haussiers ou baissiers ne le seront pas, ils seront à l'opposé, en grande partie en fonction des tendances sous-jacentes ou de l'environnement du marché. Mais parce que la tendance saisonnière met vraiment en évidence la tendance sous-jacente à acheter et à conserver des actions, elle va évidemment montrer les tendances saisonnières d'achat les plus fortes. Donc, même si le marché est haussier, si nous examinons les mois haussiers, cela indiquera, à mon avis, les meilleures opportunités pour faire du swing trading avec des actions à la hausse. En revanche, pendant les mois baissiers, ce que nous chercherions, c'est que même pendant les périodes de hausse au cours des 20 dernières années environ, lorsque le marché boursier a été à la hausse, si nous constatons que certains mois de l'année, comme mai, qui est généralement un mois baissier, et la seconde moitié de septembre, qui est généralement un mois baissier, et janvier également comme mois baissier, si ces mois restent baissiers même en période de marché haussier sous-jacent, cela pourrait annoncer des ventes agressives dans les marchés baissiers. Donc, si nous nous concentrons sur ces mois où le marché baisse généralement, ou lorsque la tendance générale est à la baisse, cela pourrait en fait devenir des mois très propices à la vente à découvert, où nous pouvons chercher des vendeurs dans les actions faibles ou faire du trading à la baisse sur le S&P.
D'accord, nous allons examiner quelques études de cas ici. Je ne vais pas couvrir toute l'année civile car je veux vous encourager à aller sur barchart.com et à consulter les mois individuels vous-même. Vous pouvez remonter dans le temps et examiner toutes ces données en entrant simplement les dates de début et de fin de chaque mois du calendrier, en utilisant les contrats à terme de livraison respectifs de mars, juin, septembre et décembre, comme indiqué dans les leçons précédentes. Vous pouvez également consulter les codes de contrat pour chaque mois dans le mois où je vous ai donné les codes de contrat de livraison et comment les rechercher pour chaque symbole. Nous examinons ici le premier mois, qui est le mois de février, et nous savons évidemment d'après la diapositive précédente que février est généralement un mois haussier du point de vue saisonnier. Sur le graphique de droite, nous regardons les principales moyennes boursières. Le graphique supérieur représente le Nasdaq, le graphique du milieu représente le mini S&P, et le Dow Jones est en bas. J'utilise les contrats à terme ici pour montrer la représentation, mais cela n'a pas besoin d'être les graphiques des contrats à terme, vous pouvez utiliser les prix au comptant, cela donnera le même résultat. Cependant, je veux que vous regardiez les deuxième et troisième jours de février. Vous pouvez voir que le Nasdaq a fait un creux égal, tandis que le mini S&P et le Dow ont échoué à atteindre ce creux égal et ont en fait des creux plus élevés. C'est le critère que nous recherchons, nous voulons voir de fortes tendances montrant une réticence à baisser, et c'est notre indice SMT que nous avons examiné pendant le contenu de trading sur le S&P. Nous voyons que les indices commencent à montrer des signes d'accumulation par les investisseurs avertis, même plus tard dans le mois, lors du période du 6e au 8e jour de trading, vous pouvez voir que le Nasdaq a fait un plus bas plus élevé, l'S&P a fait un plus bas, et le Dow Jones a fait un plus bas légèrement plus élevé, puis nous avons vu une nouvelle hausse à travers les moyennes. D'accord, nous allons regarder le suivant, qui est le mois de mars, et vous pouvez voir ici dans la zone ombrée que mars est généralement une période de consolidation. Il y a des hausses et des baisses de prix, et si vous voulez vraiment être agressif à ce sujet, vous pouvez voir qu'au cours de la deuxième semaine de mars jusqu'à la troisième semaine de mars, c'est généralement baissier, puis cela commence à remonter vers la fin de mars, ce qui est généralement indiqué ici avec les divergences de l'indice, le Nasdaq atteignant des plus hauts plus élevés, l'S&P au milieu atteignant des plus hauts plus bas, tandis que les contrats à terme sur le Dow Jones atteignent également des plus hauts plus bas, et vous pouvez voir la vente qui en résulte, puis au plus bas entre le 21 et le 26, vous pouvez voir la divergence, que je ne vais pas mettre en évidence ici, je veux que vous la regardiez et l'étudiez, mais vous pouvez voir que le Nasdaq a un plus bas plus élevé par rapport aux plus bas observés sur le mini S&P et le contrat à terme sur le Dow. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu ensuite une hausse subséquente des trois principales moyennes. Donc, même s'il s'agit d'une période de consolidation, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune opportunité, cela signifie simplement que vous devez examiner ce que vous regardez dans son contexte. Vous pouvez voir que c'est généralement une période de consolidation pendant tout le mois. D'accord, passons au mois d'avril. J'ai les contrats pour le Nasdaq, le mini S&P en bas et le Dow au centre cette fois. Vous pouvez voir la divergence qui indique que les investisseurs avertis accumulent des actions, le Nasdaq n'atteignant pas un plus bas tandis que le Dow baissait et que l'S&P échouait à atteindre un plus bas. Il y a donc une divergence d'indices, et nous avons une belle hausse en même temps que nous observons cette mi-avril, ce qui est conforme à la tendance saisonnière, car elle commence légèrement baissière pour ensuite monter en flèche vers la fin d'avril, comme cela se produit réellement sur toutes les moyennes. D'accord, notre dernier exemple ici porte sur le mois de mai, que l'on voit ici de manière saisonnière sur le côté gauche. C'est généralement un mois baissier. Vous pouvez voir, en regardant les moyennes du côté droit, le mini S&P en haut cette fois, qui a fait légèrement plus haut, tandis que
Les contrats à terme sur le Dow Jones ne parviennent pas à atteindre un sommet plus élevé, tandis que le Nasdaq réussit effectivement à atteindre un sommet plus élevé. Nous assistons à une vente vers le milieu, presque la 3e semaine de mai, comme indiqué dans la tendance saisonnière à gauche, qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. On observe également la même tendance en mai. Cela crée un creux saisonnier intramensuel, mais dans l'ensemble, c'est généralement un mois baissier. Maintenant, après avoir évoqué cela et vous l'avoir mentionné, comme rappel, le mois de mai de 2017 fait partie d'une consolidation plus large qui s'est produite cette année-là au moment de l'enregistrement en 2017. C'est un marché atypique en ce moment. C'est un marché qui continue de réaliser de plus en plus de sommets, mais il le fait avec des actions qui montaient auparavant. Les moyennes boursières générales commencent à perdre leurs sommets, en d'autres termes, elles ne réalisent plus de nouveaux sommets. Donc, le marché réalise en réalité de plus en plus de sommets, mais il le fait avec de nombreux leaders qui ne le font plus. Il y aura donc des moments où le marché boursier défiera toute logique, il fera exactement ce que vous pensez qu'il ne fera pas, et vice-versa. Donc, si vous envisagez de trader des actions, à mon avis, il est préférable de vous concentrer sur les moments où le marché a tendance à augmenter et de ne pas être trop optimiste, comme je le crois en 2017. Je pense que si vous êtes un trader qui utilise des idées d'investissement comme les IRA ou les comptes de retraite, si cela vous est possible ou que vous viviez dans le monde, si vous pouvez le faire en tant que moyen autonome et gérer vos propres choix et sélections sur les actions dans lesquelles vous devriez investir et qu'en sortir, je crois que cela augmentera considérablement votre rendement, et personne ne s'occupera mieux de votre argent que vous. Vous tenez à votre argent, vous l'avez gagné par votre travail, vous l'avez obtenu par héritage, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour obtenir cet argent. La plupart d'entre nous doivent travailler dur pour l'obtenir. Nous tiendrons donc à ne pas le perdre. Les personnes travaillant pour ces entreprises qui sont censées veiller à nos intérêts ne veillent pas vraiment à vos intérêts, et contractuellement, elles ne sont même pas tenues de le faire, ce qui est surprenant quand on y regarde de plus près. Il s'agit d'un marché qui attire toujours de nouveaux investisseurs. Il y a toujours une nouvelle foule de participants volontaires. Peu importe le type de marché que nous avons connu, il y a toujours quelqu'un prêt à investir de l'argent dedans, car l'idée est perpétuelle, investir pour l'avenir, investir pour la déduction fiscale, la défiscalisation, etc., et tout le monde prend sa retraite en étant riche à la fin. Puis il y a ces crashs majeurs du marché boursier, des corrections et toutes ces choses, et bien des fois, les gens peuvent avoir beaucoup de profits en papier, mais quelque chose se passe en cours de route, et ils n'ont pas du tout autant d'argent qu'ils pensaient avoir ou qu'ils avaient autrefois. En tant qu'investisseur en actions, je pense toujours que vous devez être un trader en actions. Il y a des moments où vous voulez être dans les actions et des moments où vous ne voulez pas l'être. Et nous nous concentrons avec cet enseignement ici, dans cette semaine entière de présentation, sur les moments où c'est idéal en fonction des informations passées. Nous examinons cycliquement, saisonnièrement et statistiquement où les choses ont généralement abouti. Donc, si nous pouvons nous concentrer sur ces petits créneaux, si vous voulez, pour investir dans les actions, cela devrait au moins, espérons-le, nous être avantageux par rapport à simplement essayer d'acheter des actions parce que vous savez, Jim Cramey ou quelqu'un d'autre à la télévision vous dit que vous devriez le faire. Ce n'est pas une idée à suivre. Donc, si nous faisons nos propres analyses et que nous obtenons un résultat qui génère un rendement constant supérieur à celui du marché, ce que je crois que les concepts que je vous enseigne cette semaine feront mieux que les moyennes générales. Il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne le rendement moyen du marché boursier par an en raison de tous ces calculs. Oubliez tout cela, n'ayez même pas d'idée de ce que devrait être votre rendement, car vous allez probablement vous en sortir bien différemment de ce que vous pensiez. Beaucoup de fois, idéalement, vous surpasserez vos attentes les plus basses, et peut-être même vos attentes les plus élevées certaines années. Alors que nous parcourons le matériel de cette semaine, comprenez simplement que cela vise en premier lieu à fournir une autre classe d'actifs à utiliser, si cela vous intéresse,
ou si vous avez un moyen de gérer les comptes de retraite et de choisir quand entrer et sortir. Les autres leçons concernant les actions seront couvertes dans une vidéo supplémentaire qui sera publiée après la 5e leçon. Il y aura donc en fait 6 vidéos cette semaine. Je suis confiant qu'à la fin de cette semaine, vous en saurez beaucoup plus sur les actions que la personne moyenne, certainement plus que toutes les personnes sur YouTube qui sont censées gagner de l'argent et devenir riches grâce à cela. Jusqu'à notre prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.